Le sac à disque. Le podcast commence ici. Ça m'est souvent arrivé d'être posé dans mon canapé et de voir mon mec préparer son sac pour aller mixer dans des soirées. Je me demande à chaque fois comment est-ce qu'il arrive à sélectionner une 60aine de disques parmi les 2000 qu'il a sous la main. Ça m'a toujours paru fou qu'il puisse se projeter dans un autre moment que lorsqu'il choisit le disque. Quel sera son mood au moment de jouer ? Pourrait-il avoir des regrets, un disque qu'il n'aurait pas emporté, un set trop décalé du reste de la soirée ? J'ai commencé à lui poser des questions pour savoir sur quoi il pouvait s'appuyer. Il m'a parlé de l'heure à laquelle tu mixes, le lieu dans lequel tu joues, qui mixe avant toi, qui mixe après toi, est-ce que tu joues seul ou à deux ? Mais peut-être que même en ayant réfléchi à tout ça, il faudra toujours savoir s'adapter. J'ai même appris qu'en 2 heures, tu ne joueras pas plus de 20 ou 30 morceaux, c'est mathématique. J'ai eu envie d'en savoir plus, suivez-moi. Salut Pete. Salut. C'est cool de faire ce podcast avec toi. C'est un plaisir aussi pour moi. Est-ce que tu mixes pour le plaisir ou est-ce que c'est ton métier ? C'est quelque chose que j'aime beaucoup faire et c'est devenu un peu mon métier pendant une bonne dizaine d'années. Ces dernières années, un peu moins. Depuis le Covid et aussi parallèlement j'ai eu un petit, donc voilà, j'ai un peu fait évoluer. Je me suis plutôt concentré sur la production maintenant et j'ai toujours un studio à Montreuil là, depuis une quinzaine d'années, à l'Albatros, où on continue à produire pas mal de choses. T'as combien de disques dans ta collection et comment tu t'y retrouves ? J'ai pas compté combien j'en ai, je dirais aller dans les 1000, 1005, quelque chose comme ça. C'est plus en cases en fait qu'on va compter. Et c'est vrai qu'au studio, je dois avoir 20 bonnes cases remplies. Chez moi, j'en ai 5 ou 6 en plus, donc voilà. C'est un peu spécial parce que j'ai vécu aussi en colocation avec des amis avec lesquels on a monté le 00 bar. Et en fait, on a appris à mixer ensemble quand on habitait ensemble. Et du coup, les disques se sont vraiment mélangés, les collections se sont accumulées. Et aussi, le fait que j'ai le studio depuis longtemps, y a pas mal d'amis qui ont aussi entreposé des vinyles. Donc j'avoue que c'est quand même un grand bordel. Sur l'organisation, je dirais que je suis vraiment un vilain petit canard parce que ça déprime par exemple ma mère qui était bibliothécaire et du tout est toujours très bien rangé. Et malheureusement, j'ai pris de mon grand frère Arc la technique de rangement chaotique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de choses dans les pochettes, tout est un peu en bordel. Et c'est plus en fait des accumulations de préparation de sets. Je sais que j'ai les disques que je vais jouer beaucoup, je sais qu'il y en a que je joue jamais. J'ai quand même pas mal aussi de disques, pas que en électro, quoi, plus pour l'écoute ou pour sampler. Mais là, il y a 1 an, j'ai entrepris justement de ranger les disques. Ça m'a pris quand même 5 bons lundis entiers pour ne serait-ce que remettre les disques vides dans leur pochette, organiser, faire des lots aussi. Je dois avoir genre 200 disques, donc je sais même pas trop ce que c'est pas mon style en fait, voilà. Donc c'est vrai que c'est un peu particulier parce que voilà, j'ai une période où j'achetais des disques, mais il y en a beaucoup qui sont arrivés, je sais pas trop comment, dans la collection. Can you hear me? Can you hear me? C'est quoi le point de départ ? Qu'est-ce qui t'a donné envie de passer des disques ? Ça remonte, je pense, assez loin. C'est vrai qu'à la maison, il y a toujours eu des disques. Mon père était plutôt Beatles, Gigi Cale,
tout ce qui est Neil Young, donc des trucs assez hippie, assez folk, pop. Ma mère, elle était plus Stones, elle était plus aussi hard rock. En fait, elle a bossé comme discothécaire pendant longtemps et elle s'occupait de la collection hard rock avant que ça devienne métal. Et du coup, c'est rigolo parce que même encore maintenant, avec elle, qui est assez âgée, on regarde le Hellfest sur Arte l'été et c'est un super moment de partage, quoi. Mon grand frère m'a beaucoup initié puisque on a 10 ans d'écart et moi quand j'avais 15-16 ans, lui commençait à faire ses premiers disques sous Arc. C'est vrai que quand j'allais chez lui, il y avait tout le temps aussi plein de disques, des platines et assez vite je suis allé le voir mixer. Les platines, c'est venu bien plus tard, quand j'ai emménagé avec mes amis du Zéro, où là, on avait vraiment un DJ booth avec 2 MK2, une table de mixage. Donc en fait, moi, j'ai plus commencé par faire de la prod, et après, je me suis mis à mixer vers 23, 24 ans, quoi. Passé vraiment d'une phase où j'écoutais du rock, de trip-hop et tout ça, à vite influencé par mon frère, à des choses plus club en fait. En 98, il y a eu cette effervescence de ouf, à la fois au niveau hip-hop, au niveau trip-hop, que ce soit à la fois avec l'école du micro d'argent, Supreme NTM. À côté de ça, il y avait toute la French Touch qui explosait. Il y avait en même temps Björk, Radiohead, Portishead, etc. Et du coup, il y avait un moule comme ça d'explosion électronique. XX. J'ai toujours fait de la musique, que ce soit du piano, de la guitare, donc j'étais déjà dans des groupes. Et l'évolution, après, a fait que je voyais mon frère qui jouait beaucoup. Il y avait le magasin Catapulte. Parallèlement à ça, nous, on suivait avec mon pote Baptiste et Raph là, de Anti-Slash. C'est à ce moment-là on a commencé à se former, mais on s'est retrouvés assez vite à produire nos propres morceaux. Je pense que jusqu'à 2006, 2007, c'est là qu'on a sorti nos premiers disques et commencé à tourner, mais on faisait que du live en fait pratiquement. C'est plus tard qu'on en est venu à être booké en tant que DJ. Et c'est vrai que moi, j'étais président au 00 entre 2006 et 2013. J'étais tout le temps là-bas. On avait fait une radio du bar. On rediffusait en direct tous les mix qui étaient faits là-bas. Après, j'ai été amené à bosser aussi pas mal avec mon frère qui avait bougé à Lyon. Moi, j'allais tous les 2 mois à Lyon et on a fait 5 ou 6 maxi là, dans cette période-là. Donc après, j'ai monté mon label, je me suis mis à beaucoup tourner et j'ai eu du mal à me sentir légitime en tant que DJ puisque j'étais beaucoup accaparé par la prod. Bon voilà, j'ai eu des périodes où j'étais assez acharné, mais j'ai pas ce truc où je vais passer 20 heures à diguer, à machin. J'ai pas, disons, cette prétention de être un super DJ. C'est pas quelque chose forcément qui m'intéresse, quoi. C'est plus le moment de fête, le moment de partage et voilà. Je me souviens que aussi nos premiers lives, on amenait les tours, les écrans cathodiques, là, on ramenait des cartes son, alors on mettait 1h30 à se brancher, ça buguait, enfin c'était pas simple, quoi.
comme on travaillait avec Ableton Live, il y a aussi ce truc un peu de tester des choses. Et quand je faisais les résidences, les gars, ils ramènent leur petite machine, chacun a son univers, sa façon de créer. Et c'est vraiment, moi, ce partage-là qui me plaît. Un peu comme quand on fait un back-to-back en DJ, quoi. C'est que, en fait, on va partager ses techniques, on va partager son univers musical. Et est-ce que tu te rappelles du premier disque que t'as acheté ou du premier morceau qui t'a marqué ? À 9 ans, mon premier CD de titre, c'était Ace of Base, All That She Want. C'était la dépression totale pour mes parents parce qu'ils m'avaient éduqué entre guillemets avec de la musique de bonne qualité et eux comprenaient pas du tout cette musique. Et en vrai, quand je le réécoute, il n'a pas pris une ride. Mon frère avait son studio au sous-sol du magasin Catapulte quand c'était rue Oberkampf et on ouvrait une trappe et on accédait au studio de mon frère un peu comme dans un sous-marin, quoi. Et c'est vrai que du coup je baignais dedans mais j'ai pas vraiment le souvenir du premier disque que j'ai acheté en fait. Parce qu'aussi on recevait pas mal de promos, nous en plus on n'avait pas trop de thunes, on n'avait pas de platine, donc en fait moi je suis arrivé à l'explosion de Napster, de tous ces trucs là, et c'est vrai que j'avais des amis un peu geeks. Nous, tout ce qu'on voyait, après on l'avait en MP3 et comme on n'avait pas de platine, on jouait, on piratait allègrement. Après, si j'ai le souvenir, par exemple, d'être allé avec mes parents à San Francisco vers 16 ans et de m'être baladé dans Haight-Ashbury, qui est le quartier hippie un peu historique. Et là, je me souviens qu'il y avait des vendeurs un peu de rue, donc il y avait toujours plein de trucs à vendre. Et j'avais acheté un disque de métal que j'ai réécouté, qui est vraiment pas fameux. Mais j'étais content parce qu'il y avait l'histoire de l'avoir acheté là. J'avais pas trop de budget pour ça, mais je m'arrangeais toujours pour acheter 1 ou 2 disques par endroit où j'allais. Je l'ai fait à Londres, j'avais 10 pounds et en fait je tombe sur le petit shop où en fait plus le disque restait, plus il était décoté. Donc en fait le disque à la base il était mettons à 5 pounds et après il le barrait et en fait on se retrouvait avec des disques à 25 pennies. C'est un choix cornélien parce qu'on arrive, on a 10 pounds et je tombe sur des Matthew Herbert inconnus, il est à 1 pound quoi. Donc avec 10 pounds, je crois que j'avais réussi à choper, je sais plus, 8 disques, un truc comme ça quoi. La même chose aussi, c'était à Space Hall à Berlin, que j'avais 5 € quoi. Et là, t'arrives et en fait, il y a tous les labels que tu kiffes et il y a tout. Et là, t'as envie de pleurer un peu quoi. Tu préfères mixer en numérique ou en vinyle ? J'ai cru comprendre que c'était pas la même chose. Depuis que je joue beaucoup moins, c'est vrai que je m'alimente plus sur du digital. Déjà parce que j'ai plus beaucoup de place et puis en fait il y a ce côté aussi pratique, c'est que je peux aller sur Bandcamp, je peux aller je reçois aussi pas mal de promos d'autres labels. J'ai énormément de unreleased, d'édits que des potes m'envoient. Je peux pas les jouer en vinyle, donc pour moi le numérique est très pratique. Bien aussi ce côté de tester des prods à moi. Donc en général, j'ai la moitié de mon cru
et j'ai la moitié un peu de classique, de choses. Donc maintenant, je vais moins les diguer, je vais moins aller dans les magasins de disques ou même... je suis devenu un peu plus flemmard là-dessus, quoi. En vrai, moi, je suis plus à l'aise en numérique parce que je peux vraiment me concentrer sur le calage, sur le fait de monter vraiment un troisième morceau ou enfin une histoire en fait avec les morceaux. C'est vrai qu'il y a une histoire de grain, il y a un plaisir du vinyle. Malheureusement, il y a toujours ce petit truc de calage, ce petit truc de ça peut sauter. C'est à la fois un plaisir et en même temps, c'est un petit peu angoissant. Alors sur Paris, ça va, mais quand tu dois voyager, etc., donc les USB avec toute ta collection, ça facilite les choses. Il y a plus de 10 ans, j'ai vu Akoufen au Badaboom. Le gars avait vraiment 2 énormes sacs de vinyle et je le voyais, en fait, il en pouvait plus, quoi. Il me disait, moi, je vais arrêter parce qu'en fait, je me casse le dos. Et en fait, tu te rends pas compte déjà de les porter, mais c'est aussi d'aller trier, d'être tout le temps en fait mal positionné, quoi. J'ai appris depuis 2-3 ans à faire plus gaffe à ça. Passer 2 semaines par an à pas pouvoir bouger, à un moment, c'est chiant, quoi. Je suis formateur Ableton, donc je suis amené à être beaucoup geek. Maintenant, je suis à l'aise dans mes préparations de playlists, je sais comment bien préparer mes morceaux, les analyser, je sais où je vais. Parce qu'il y a toujours ce débat numérique, vinyle, etc. C'est toujours en fait qu'est-ce que t'en fais et comment tu rends la chose vivante. Ce qui est rigolo, c'est que j'arrive à peu près à refaire le même bordel en numérique qu'en physique. Pour chaque show, en général, je vais préparer quand même une playlist en me disant, voilà, déjà moi, dans quel mood je suis, c'est où que je vais jouer, à quelle heure, pour qui. Je sais qu'il y a des gens qui organisent en house, hip-hop. Je me rends compte que je préfère à chaque fois créer une nouvelle vraie playlist pour le moment. Donc ça facilite pas du tout les choses puisque évidemment pour les retrouver, voilà. Et j'essaye d'avoir un double classement, c'est-à-dire que j'ai tous mes trucs par style et après j'ai par playlist, par événement. Et j'imagine que c'est pas la même chose de préparer son sac pour une fête entre amis ou pour un gros club. Moi, ces dernières années, comme je joue un peu moins et puis surtout, je cherche plus à en vivre juste. Donc ça a vraiment changé la philosophie, l'approche que j'ai. Du coup, je me sens un peu plus libre, entre guillemets. Je préfère maintenant jouer chez des potes ou dans des petits trucs et où il n'y a plus d'histoire dessous, il faut remplir. Après, quand je jouais en club, c'est vrai que c'est pas forcément la même approche parce qu'à un moment, tu vas monter ton set pour du club. C'est pas à la même heure, t'es aussi, si t'es engagé pour ton nom de scène, il faut quand même que ta musique corresponde un peu à ce pourquoi les gens ils t'ont fait venir. Donc c'est vrai que si je me mets à jouer de la salsa à 2h du mat et du punk rock, les gens ils vont pas forcément être super contents. Mais après c'est vrai que j'essaye de prendre quand même une liberté qui est vraiment un voyage entre les styles et que ça reste pas statique. J'aime bien me faire un petit bout de set hip-hop, après du disco par exemple, des choses avant je jouais jamais de disco. Puis en fait je me suis retrouvé aussi des fois à jouer dans des mariages, à faire des choses comme ça. Et en fait t'enrichis au fur et à mesure ta playlist de plein de styles. Et en fait, ça fait du bien, surtout quand tu évolues dans des milieux où tout le monde écoute un peu de la house, de la micro, de la techno. Ça va faire du bien un petit set d'une demi-heure de complètement autre chose, quoi. Et c'est quoi ton plus gros club ? Le plus gros club, j'ai eu la chance quand j'ai débuté, là c'était en 2006, j'avais mon groupe Anti-Slash et on faisait des lives à 3 ordi, quoi.
Et en fait, on a été booké au Panorama Bar. Et donc on s'est retrouvés à jouer en live, sauf que je savais même pas ce que c'était comme club, quoi. J'étais minot, deuxième fois à Berlin, et je me souviens d'arriver devant cette usine, et on arrive le samedi matin, alors qu'on jouait le samedi soir. Et puis je dis, ah oui, il est déjà ouvert le club. Et là, c'est un gros Visigoth qui répond, Club never stop here. C'est genre, ça se ferme jamais ici. Là, j'ai pris vraiment une grosse claque parce que c'est un peu la Mecque comme club. Et ce qui est marrant, c'est que même encore maintenant, quand je vous dis j'ai joué au Pano, ils font ah ouais, il y a 2 ans, machin. Je fais non, 2006. Et les gens, ils font ah ouais. Parce que c'est vrai que pour beaucoup de DJ, c'est un peu le Graal de jouer là-bas. Après, sur Paris, j'ai joué au Weather Festival quand même, c'était cool. Mais la plus grosse date, c'était avec Alter Panam. Et c'était à Saint-Denis. J'avais un label qui s'appelle Prospector. On organisait pas mal de soirées, résidences. Le concept, vite fait, c'est que je faisais venir un artiste sur une semaine. On préparait un live ensemble pour la fin de la semaine. Et après, on en faisait un disque. Voilà. J'ai fait Arc, Sam Proper, Ben Vedren, Narcotic Syntax, Dandy Jack, The Mall. On a fait Tin Man. J'en oublie sûrement un qui va pas être content. Mais bon, voilà. Ça m'a amené au bout de 2-3 ans à avoir du coup des bons contacts avec tous et de pouvoir faire des plateaux, pas seulement un artiste. Et Alter Panam qui nous faisait confiance, ils nous ont filé carrément un plateau de midi, 6h le lendemain. Et donc là, j'avais fait avec Dandy Jack, Narcotic Syntax, donc James Dean Brown et Yapak, Ben Vedren et moi, et Arc. Et du coup, voilà, sur 18 heures de fête, quoi. Et là, c'était 2 entrepôts. Nous, on avait du coup tout le truc house. Et de l'autre côté, c'était techno dur. Mais du coup, c'était un peu un honneur. Tu joues devant 2000 personnes, quoi. Donc c'est... Voilà. Après, c'est vrai que moi, je suis assez attaché au club un peu plus intimiste, où tu es à 300-400 personnes. J'aime bien aussi quand il y a ce côté un peu plus chaleureux, quoi, plus convivial. Le club d'Air Visionnaire, c'est le premier club où on a joué à Berlin. Donc c'était via Cabane et David Blue qui habitait là-bas et qui était un peu le DA à cette époque-là. Très bonne idée parce qu'en fait on a été avec mes potes du Zéro, Francis et Nico, qui venaient de reprendre le bar. Et on a débarqué là-bas une dizaine de crazy Frenchies, quoi. Et ça a été un peu fondateur parce que c'est vrai que là-bas on a rencontré aussi Jonathan Vigreux de Salon Records. Ça nous a influencé après dans le développement par exemple du 00. Tu vois, on a laissé les gens taguer, on a repris par exemple des concepts comme le 1 euro pour le DJ, des choses qu'on n'avait jamais vues ailleurs. Et un état d'esprit en fait, voilà, avec les platines, une ouverture musicale, ce côté kindergarten, quoi, le jardin d'enfants pour les grands. Et est-ce que tu as une méthode pour préparer ton sac ? Je me retrouve quand même assez souvent à le faire en last minute. Je sais que j'ai toujours une base d'une 20aine de disques qui est ma base sûre. Soit j'ai effectivement le temps d'être au studio, de passer 2 heures à écouter, à préparer. Soit j'ai pas le temps et c'est vrai qu'à la maison j'ai toujours aussi une réserve un peu de secours. Est-ce que tu as toujours un disque Rescue dans ton sac, un disque qui peut te sauver en cas de trou d'air dans la soirée ? Un artiste que j'adore et qui est malheureusement décédé il y a quelques années. C'est Soul Fiction qui s'appelle Mind and Body.
Donc il est assez taquin à amener parce qu'il y a une intro très courte et paf, ça part vraiment disco. Et puis après t'as un break et t'as une basse ultra lourde et le truc, ça peut que marcher quoi. Quand tu sais que t'es un peu dans un cul-de-sac, là, ça permet de ressortir la tête haute. Voilà. Il y a toujours un ou une relou dans une fête. Quel est le pire morceau ou le pire style qu'on t'a demandé pendant ton set ? Bon, j'ai une anecdote où je joue à Lille, dans un petit club. On arrive, le club est vide. Heureusement, déjà, j'avais un pote qui m'avait suivi dans cette galère, entre guillemets. Il se passe pas grand-chose. Et là, il y a 15 toughers fans de jungle qui rentrent dans le club. Très très vite, ils viennent me voir, ils me font mec, t'es à 130, nous on est plus à 160 BPM, t'as pas un truc un peu plus breaké et tout. Là, le calvaire commence un peu parce que j'en ai pas. Sauf que je connais la trick, c'est que j'accélère petit à petit. Je me cale vers 135 et là, je commence à sortir des trucs un peu électro, un peu breakés. Et tant bien que mal, les gars étaient un peu indulgents. Ils ont vu que je faisais des efforts et tout, mais c'était assez long, quoi. Finalement, je me suis quand même retrouvé assez prémuni de ça, quoi. Je trouve que c'est une fine frontière à trouver entre te faire plaisir et faire plaisir aussi aux gens devant toi, quoi. Après, c'est plus sur les fêtes privées où des fois ça peut se tirer la bourre. Bizarrement, les gens se tiennent moins que quand on est dans un lieu extérieur où déjà il y a cette limite entre l'espace DJ et l'espace public, quoi. Et est-ce qu'un même sac pour 2 fêtes, ça peut marcher ? Ouais, carrément. Alors, c'est un peu loin maintenant, mais c'est vrai que j'ai eu quelques week-ends marathons où je me suis retrouvé à jouer dans 2, voire 3 endroits différents. Alors moi, ce qui est un peu spécifique, c'est que je jouais beaucoup en live, donc j'avais moins ce problème. Mais ça m'est arrivé effectivement de devoir jouer, quand j'avais ma résidence au Badaboom, je jouais, et puis après j'allais jouer à Nantes. Et du coup, fallait quand même que ça tienne pour les deux, quoi. Quand t'es connu pour ce que tu joues, tu prends quand même une bonne 50aine de disques, un échantillon large, et puis ça passe, quoi. C'est un peu le problème quand tu joues tous les week-ends, faut pouvoir se renouveler. Après, c'est une discipline à avoir aussi si tu veux rester créatif, quoi. C'est un sas, c'est une porte ouvrant sur d'autres dimensions, disons-le, sur d'autres univers parallèles. Et est-ce que ça t'est déjà arrivé de perdre ton sac et de jouer avec les disques de quelqu'un d'autre ? On avait monté un autre label aussi avec l'équipe du 00 qu'on appelait Rosé Rosé. On organisait un peu des petites fêtes, mais c'était les années en fait 2010-2020 où il y avait Concrète et où il y avait, je pense, influencé par Berlin, des fêtes de collectifs en extérieur. Donc j'ai parlé d'Alter Panam, mais il y avait Microclimat, ça fourmillait un peu comme ça de teuf en fait. Et donc, dans cet esprit-là, on se retrouve à jouer dans le parc à Bagnolet, là, entre Bagnolet et Montreuil. Et il y avait un festival, en fait, donc c'était 6 collectifs et chacun avait son espace. Ce qu'ils n'avaient pas capté, c'est qu'ils installaient un club donc, en bas de la cité et de minuit à 6h, mais à fond, quoi. Assez vite, il y a les gens sont pleins, il y a tous les loulous de la cité qui sont venus. Je me disais non mais ils vont nous brûler, quoi. Et donc moi je suis booké de 2 à 4, enfin le climax du truc. Il
y avait un préfa où on mettait toutes les affaires en sécurité. Comme on était en extérieur, le seul moyen de sécuriser un peu les affaires des collectifs, c'était d'ouvrir le préfabriqué, de mettre tout dedans. Et je me rends compte trop tard que mon disque est dans le préfabriqué qui est fermé. Et donc, j'ai pas mes disques. Et donc là, je taxe la clé USB de Francis et je me retrouve avec que des disques que je connais pas, enfin que je connais, mais c'est pas les miens, tu vois. En plus, on n'était pas d'une fraîcheur, on avait fait quand même commencer à 8h du mat et on rempilait le lendemain. Je baissais le volume, c'est-à-dire que je voyais les cités et en fait, leur gars, à un moment, il arrive et il remet bien à balle, il y a tout le monde qui fait « Ah !» Et là, je sens le feu qui remonte et tout, et pas top comme moment. Donc après, c'est vrai que j'essaye quand même de toujours avoir ma clé qui ne quitte jamais et mon bac pas trop loin. Quel est le truc le plus fou qui t'est arrivé avec ton sac à disque ? Non, c'est plus de la torture de sac. Il y a une période où on était résident au Zorba et au Mocha. Donc c'est à Belleville et c'est vraiment le dernier endroit où l'on danse, quoi. Du coup, on avait les bacs et le plafond, je sais pas ce que c'était comme revêtement, mais vraiment, ça suintait de sable, de poussière, de sueur, de tout ce que t'as pas envie d'avoir sur toi. Et ça tombait directement dans les disques, mais par manière un peu insidieuse, quoi. Et c'est vrai qu'on s'est retrouvés au bout de 3 mois avec des disques flingués de chez flingués. Enfin, les trucs étaient incrustés de sable et de sueur, quoi. Bon, c'était des périodes où, voilà, on jouait au frisbee avec des choses que vous allez censurer parce que je sais qu'il y a des grands amateurs de disques qui écouteront ce podcast, mais c'est la réalité, voilà. Et enfin, est-ce que tu prévois toujours un morceau pour clôturer ton set ? Ouais, alors moi je prépare toujours un petit disque en général pour sortir un peu justement pour faire un petit peu un closing en fait. Et c'est vrai que je me suis retrouvé beaucoup à jouer en fin de club où il reste plus que 10 irréductibles. Mais il y a toujours le moment où les gens ils font un autre. Et là il y a le vigile qui arrive et en fait, si tu closes pas toi, du coup, ça peut créer une sale ambiance parce que le vigile, le pauvre, il veut rentrer chez lui. Les gars, ils veulent rester. J'aime bien, moi, finir par un petit track un peu hip-hop ou un peu sympa, en fait, qui clôture le truc et qui permet de dire, allez, les gars, on remballe, voilà. Par exemple, cet été, alors j'ai découvert un morceau de Nicoletta, « Il est mort le soleil ». Il est mort. J'ai joué l'été dernier dans un petit festival avec Ben Vedren. Il pleuvait des cordes et du coup ça collait très bien. Ça amenait une vibe et surtout les gens ça les surprend et ça amène un petit côté closing où on se prend dans les bras, voilà. Et du coup ce morceau j'ai fini par faire un edit suite à ce festival. C'est ma petite pépite de sortie. Il est mort le soleil, Nicoletta. Il est mort le soleil. Incroyable. Et je suis la seule à porter le deuil. Merci Pete. Merci à vous, c'était un plaisir. Le jour me franchit.